sont puissants, majestueux, intrépides et forcent le respect. Les Thaïlandais leur attribuent de nombreuses vertus, telles la sagesse, la force, la loyauté, le pouvoir ou l'immortalité. Si l'éléphant est l'animal sacré par excellence en Thaïlande, le singe et le tigre font l'objet de vénération dans certaines communautés qui s'en réfèrent à des croyances hindouistes ou bouddhistes. Majoritairement bouddhiste, la population thaï a adopté la doctrine Theravada, dite du petit véhicule, qui s'est diffusée dans l'ancien royaume de Siam à partir du XIIIe siècle. Elle encourage le détachement des contingences terrestres et prône la méditation. Croyant à la réincarnation et au cycle sans cesse renouvelé de la mort et des renaissances, le samsara, les Thaïlandais accordent une place très importante aux rites religieux quotidiens pour s'attirer des mérites. Pour ces fidèles, les animaux sont leurs égaux car ils sont engagés, comme les humains, dans le samsara. Tous espèrent un jour atteindre le nirvana ou l'illumination, c'est-à-dire la fin des souffrances et du cycle des réincarnations, à l'instar de Siddhartha Gautama, dit le Bouddha. S'ils vénèrent par-dessus tout le Bouddha, les Thaïlandais, attachés à l'animisme, accueillent volontiers dans leur panthéon démons, dragons et animaux mythiques des cultes hindouistes, comme l'épopée indienne du Ramayana ou des écrits de la vie de Bouddha, les Jataka, qui font la part belle aux animaux. Il subsiste aujourd'hui des rites qui célèbrent cette faune exceptionnelle. Mais ces traditions survivront-elles à un pays autrefois couvert de jungle tropicale qui s'urbanise à un rythme effréné, laissant de moins en moins de place à la vie sauvage ? Lampang, dans le nord de la Thaïlande. Quand la brume se lève sur les lacs, il est l'heure pour les cornacs de s'aventurer au cœur des forêts. Comme tous les matins, ils partent chercher leurs éléphants qui ont passé la nuit en pleine nature. Tiens, il y en a un ici. Les autres sont derrière. J'ai vécu avec les éléphants depuis ma naissance. Mes grands-pères maternels et paternels avaient des éléphants. Depuis ma naissance, je suis entouré d'éléphants. Assis. Couché. À la fin de ma scolarité, j'ai d'abord voulu devenir bonze. Mais finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi pour m'occuper des éléphants. Je suis encore plus attaché aux éléphants depuis que je travaille dans ce centre. Bonyung travaille au centre de conservation des éléphants de Lampang depuis 20 ans. Créé en 1993 pour sauvegarder ces animaux, le centre héberge aujourd'hui 80 pachydermes. Leur journée commence par un bon bain. Très sensibles à la chaleur, les éléphants adorent passer du temps dans l'eau pour se rafraîchir et ôter leurs parasites.
Nous, les Thaïs, nous vénérons non seulement le Bouddha, mais aussi des dieux hindouistes, et notamment Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, comme les hindouistes. Le Bouddha aurait également été un éléphant dans une vie antérieure. Au moment où il est devenu Bouddha, après l'illumination, de nombreuses histoires font référence à des éléphants. Dans l'une d'elles, Bouddha a pu maîtriser un éléphant agressif qui lui est alors devenu soumis. C'est pour cela que les Thaïs croient en la sacralité de l'éléphant. L'histoire de Bouddha, racontée dans les récits du Jataka, est intimement liée aux éléphants. Lors de ses existences passées, Bouddha aurait lui-même été un éléphant blanc à 6 défenses, Chadanta. Avant sa conception, sa mère, Maya, aurait par ailleurs vu en rêve un éléphant blanc lui toucher le ventre avec sa trompe, signe pour les brahmanes de la naissance d'un éveillé. Vénéré par les bouddhistes, l'éléphant est aussi profondément attaché à la monarchie thaï et à l'histoire du pays. Il faut souligner l'importance des éléphants dans la construction de la nation thaïlandaise et de la défense de ses frontières. Un éléphant figurait sur le drapeau du royaume de Siam jusqu'en 1916. Ce n'est qu'en 1917, quand le royaume de Siam prend le nom de Thaïlande, que l'éléphant disparaît du drapeau national. Considérée comme la première capitale de Thaïlande, Sukhothai, fondée en 1238, fut protégée des invasions par des armées de pachydermes. Concrètement, d'un point de vue militaire, les éléphants sont un peu comme des tanks, je dirais. En effet, l'issue des combats dépendait en grande partie de la force des éléphants. Seules les personnes qui avaient du sang royal, c'est-à-dire du sang divin, pouvaient devenir rois, et l'une des qualités requises était de posséder des éléphants. Les plus prisés étaient et demeurent les éléphants blancs, que seul le roi de Thaïlande peut posséder. Contrairement à l'idée reçue, l'éléphant blanc n'est pas forcément de couleur blanche ni albinos. Il s'agit plutôt d'animaux particulièrement beaux, puissants, bien proportionnés et dotés de belles défenses longues et recourbées. Ce sont ces qualités exceptionnelles par rapport aux autres éléphants qui en font un animal royal. La statuaire des anciennes capitales thaï rappelle l'importance des éléphants dans le royaume de Siam, comme au Wat Changlom, dont le grand chédi en forme de cloche est soutenu sur sa base par 36 pachydermes. On remarque que de nombreux chédis à Sukhothai sont entourés d'éléphants. La symbolique est forte. L'éléphant est un animal puissant, capable non seulement de soutenir la religion, mais aussi de la préserver pour qu'elle ne tombe pas en désuétude. Pour les bouddhistes thaïlandais, l'éléphant représente toujours les pouvoirs de Bouddha, particulièrement la sagesse et la force de l'esprit. Retour au centre de conservation des éléphants de Lampang, qui a été fondé par la famille royale thaïlandaise, signe de l'importance accordée à ces animaux dans ce pays. L'éléphant représente notre nation depuis longtemps. Nous lui devons la vie car notre roi montait sur des éléphants pour partir en guerre, à l'époque du roi Naresuan, au XVIe siècle. Il a délivré le pays de l'invasion birmane. Outre son rôle militaire, l'éléphant a aussi beaucoup contribué à la richesse du pays. Nous nous servions aussi autrefois des éléphants comme d'un moyen de locomotion, mais aussi pour tirer les troncs d'arbres, car les machines ne pouvaient pas atteindre le cœur des forêts. Autrefois, notre deuxième ressource était le teck, et ce sont les éléphants qui transportaient les troncs.
Aujourd'hui, l'industrie sylvicole s'est mécanisée et l'urbanisation galopante du pays a considérablement réduit l'habitat naturel des éléphants. C'est la principale cause de leur déclin. Depuis 1988, ils sont classés parmi les espèces menacées d'extinction. Pour les préserver, le centre de Lampang dispose de son propre hôpital. Ces deux éléphants viennent de Kanchanaburi. Celui-ci souffre d'une inflammation aux yeux. C'est pour ça qu'il pleure tout le temps. C'est un problème courant chez les éléphants qui ont toujours des saletés sur eux. Dès qu'ils ont mal quelque part, ils s'aspergent avec leur salive ou avec de la poussière qu'ils diffusent sur leur corps. Je vais lui administrer sur la patte de devant. Je ne peux le faire qu'une seule fois parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Très affaibli par une vie passée à tracter des troncs, cet éléphant de 65 ans doit recevoir des vitamines et compléments alimentaires en intraveineuse. Paradoxalement, l'animal le plus sacré de Thaïlande est aussi l'un des plus maltraités. Si les éléphants sauvages perdent leur habitat, ceux domestiqués sont condamnés à de lourds travaux. Certains cornacs les utilisent littéralement jusqu'à épuisement. Cet éléphant aveugle utilise sa trompe comme une canne et doit être accompagné en permanence par son cornac pour se mouvoir. Le centre est financé par le gouvernement et le département des eaux et forêts. Ouvert aux visiteurs, les recettes touristiques complètent le budget. Les dépenses sont considérables. Un éléphant mange environ 250 kg de nourriture par jour. En plus, les éléphants qu'on nous donne doivent avoir un cornac qu'il faut former. Un cornac gagne entre 225 et 250 € par mois. Et les médicaments, c'est 100 fois les frais d'un humain. Parfois, on dépense pour certains éléphants plus de 2500 € en soins. Chez l'éléphant d'Asie, seul le mâle possède des défenses. Une malédiction de plus pour ces animaux que les braconniers n'hésitent pas à attaquer ou tuer pour voler leur précieux ivoire. On a volé les défenses de celui-là. La défense de gauche est tombée. Comme on lui a volé sa défense, elle s'est infectée. À droite, elle n'est pas tombée, mais elle s'est quand même infectée. Là, il a fallu rouvrir l'ivoire pour nettoyer et neutraliser l'infection. Lors de son attaque, ce mâle a aussi perdu l'usage de sa patte postérieure, qui s'est déboîtée. Une fois guéris, les éléphants encore jeunes et aptes au travail sont renvoyés chez leur cornac. Mais la plupart, trop vieux ou invalides, restent ici jusqu'à leur mort. On estime qu'il reste 1500 éléphants à l'état sauvage et 3 à 4000 éléphants domestiqués. Le centre veille donc aussi à renouveler les générations en évitant les problèmes de consanguinité. À la nurserie, les éléphantos sont particulièrement choyés. Si les femelles deviennent fertiles vers 15 ans et le restent jusqu'à 50 ans, elles ne peuvent donner naissance à plus d'une douzaine de petits durant leur vie. La gestation, très longue, dure 22 mois et un seul éléphanteau naît en général. Les mères s'occupent de leurs petits pendant près de 5 ans, années durant lesquelles elles ne se reproduisent pas. Le renouvellement des générations est donc très lent, ce qui inquiète les biologistes. Les plus pessimistes estiment que l'espèce pourrait s'éteindre d'ici 50 ans. L'une de nos missions est aussi éducative. Nous nous adressons tant aux touristes qu'aux scolaires. On insiste sur le rôle culturel des éléphants. Nous partageons le savoir et les informations que nous recueillons lors de nos observations. Nous donnons aussi des conseils aux villageois pour qu'ils cohabitent sans heurts avec les pachydermes. Notre but est de susciter de l'amour, de la compassion et donner envie de préserver ces animaux.
l'est de la Thaïlande, dans la province de Surin, l'éléphant fait partie intégrante de la vie quotidienne de la population Kui. Au village de Taklang, chaque maisonnée possède au moins un pachyderme dans sa cour. Une tradition millénaire transmise de génération en génération. Pour moi, l'éléphant n'est pas un animal. Je le considère plutôt comme mon enfant ou mon neveu. Je partage tout ce que j'ai avec lui. S'il a faim, c'est que j'ai faim aussi. Si j'ai de l'argent, je dois l'utiliser pour acheter de la nourriture pour l'éléphant. Il n'y a pas que moi qui dois être rassasié. Nous nous entraidons. Je ne l'élève pas comme un animal pour le faire travailler. C'est comme un membre de ma famille. Mais ce mode de vie traditionnel et rural est mis à mal par la modernité. Certains Kui, par manque de moyens, sont obligés d'aller mendier loin de leur village avec leur éléphant. Une vie de misère pour les cornacs et un enfer pour les pachydermes, pas du tout fait pour vivre en ville. C'est la raison pour laquelle l'association Surin Project a vu le jour en 2009. Chaque matin, volontaires de l'association et villageois partent couper de la canne à sucre pour nourrir les éléphants. On fait ça tous les jours. On vient couper de la canne à sucre qui sera toute fraîche pour les éléphants. On n'en coupe pas trop pour éviter le gâchis. C'est juste un petit encas parce qu'ils reçoivent d'autres nourritures de leur cornac. On leur donne aussi des fruits. Ça va les gars? On peut arrêter de couper. Prenons toutes les piles qu'on a faites. Oui. Le camion est déjà plein. Les éléphants mangent chaque jour 10% de leur poids. Un éléphant adulte peut donc ingurgiter 300 kg de nourriture par jour. On plante des arbres, mais aussi du bambou dans la forêt. On aide les cornacs à planter des champs de canne à sucre, de maïs, d'herbe à éléphants, pour compléter ce qu'ils mangent dans la forêt. Aller pâturer dans la forêt apporte non seulement un complément alimentaire indispensable, mais permet surtout aux éléphants de retourner à une vie plus sauvage. Les éléphants qui vivent ici sont enchaînés la plupart du temps. Et on incite leurs cornacs à leur ôter ces chaînes pour qu'ils aient une vie meilleure. Le gouvernement leur donne un salaire pour ça. Moyennant finance, cette promenade est proposée aux touristes qui, une fois n'est pas coutume, ne se baladent pas sur le dos des pachydermes, mais à leur côté. De fait, les éléphants ne sont ni harnachés ni molestés pour avancer. Un vrai moment de détente pour eux. Cette démarche intéresse les gens. Les touristes aiment voir les éléphants dans un cadre plus naturel, plutôt que de se balader sur leur dos. Nous pensons que c'est une meilleure expérience pour tout le monde.
L'argent n'ayant pas d'odeur, c'est bien connu, l'association a trouvé un autre moyen d'en récolter. Ils défèquent au moins 6 fois par jour. C'est pas mal. Et avec leurs crottes, on peut faire du papier. D'abord, on ramasse les bousses fraîches et on les brûle pendant 3 ou 4 heures. Ça ne sent rien. Très friable, cette pâte est mélangée à des déchets de carton et de bois qui servent de liant. Et hop, dans l'évier. On remue et on retire. Après quelques heures, c'est sec. C'est la couleur naturelle du papier de bouse. Et avec ça, on va pouvoir confectionner des souvenirs. On peut ajouter de la valeur à la bouse. Ça n'a l'air de rien, mais on peut en tirer de l'argent. Avec ce papier, les villageoises fabriquent des cadres, des cartes postales et des petits souvenirs, garantis 100% sans odeur. Ici, les éléphants sont si respectés que les moines du temple voisin leur ont même créé un cimetière. Les pachydermes reposent sous un stupa, ces dômes surmontés d'une flèche caractéristique de l'architecture bouddhiste. Sur ce côté, il y a le nom du propriétaire du Kornak. Et devant, le nom de l'éléphant qui est mort. Celui-là s'appelait Pandai. C'était une femelle. Elle est morte quand elle avait 80 ans. Un bel âge. Les bouddhistes pensent que les humains et les animaux sont égaux car ils partagent le même sort. Ils doivent renaître perpétuellement dans le samsara. Chacun se réincarne en permanence. Dans le bouddhisme Theravada, chacun est responsable de son propre salut. Pour avoir l'espoir d'une meilleure réincarnation, les fidèles doivent s'attirer des mérites. Ils constituent une sorte de capital et s'obtiennent en accomplissant de bonnes actions, comme brûler des bâtons d'encens, couvrir les statues de Bouddha de feuilles d'or ou faire des offrandes. Faire l'aumône aux moines fait aussi partie des bonnes actions susceptibles de s'attirer des mérites. À l'aube, les bons au crâne rasé en robe safran arpentent les rues des villes et des campagnes avec leurs sébiles pour recueillir de la nourriture. Les moines du Wat Lang Tabua, près de Kanchanaburi, ne dérogent pas à cette tradition. Ils partagent ensuite leur petit déjeuner avec de bien curieux convives. Fondé en 1994, ce temple a très vite acquis une réputation de sanctuaire animalier. Les tigres y volent évidemment la vedette aux autres espèces. Au début, les villageois m'ont apporté des poules et des coqs. Chaque fois que le coq chantait, il appelait d'autres animaux. Quelques jours plus tard, il y a eu un paon. Peut-être s'était-il échappé et il s'est réfugié ici. Après, on a eu des sangliers qui avaient été blessés par balle. La tradition bouddhiste interdit de tuer ou de blesser un animal lorsqu'il pénètre dans l'enceinte d'un monastère.
Wat Pa Luang Tabua a été édifié non loin de la frontière birmane, près de Kanchanaburi et de la rivière Kwai, où fut érigé le célèbre pont par des prisonniers des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Une région bordée de parcs et de forêts où la faune sauvage attire malheureusement les braconniers. En février 1999, un premier tigre est apporté par les villageois au Bonze. Il s'agit d'une jeune femelle que des braconniers ont essayé d'empailler vivante. Mais la tigresse a résisté à l'injection de formol. J'ai éprouvé de la pitié. On voyait bien que ce premier tigre avait échappé de peu à la mort. Mais ce n'était pas son heure. Un proverbe thaï dit que si on préserve la vie d'un tigre, il sera prêt à mourir pour vous. C'est comme ça qu'on s'entraide. Il allait mourir, il fallait qu'on l'aide. C'était le premier tigre. Si le premier a pu rester, aucun problème pour les suivants. Très vite, d'autres tigres orphelins, victimes des braconniers, sont apportés au temple par des villageois. Depuis, les tigres ont grandi et se sont reproduits. Ils sont désormais 141 dans l'enceinte du monastère. Notre action a commencé par de la pitié. Maintenant, il y a plus de 20 espèces d'animaux et on ne peut pas se permettre de les laisser mourir de faim. Il faut réorganiser tout ce monde. Nos frais sont énormes. Rien que la nourriture pour les tigres nous coûte 2 500 € chaque semaine. Le temple héberge par ailleurs 2000 sangliers, 500 cerfs, 400 vaches et bœufs et plus de 1000 paons. Chaque semaine, il faut acheter 5 à 6 tonnes de fruits et légumes. Selon les saisons, on utilise citrouilles, fruits secs. On crée du travail pour les villageois alentours. Le temple fournit du travail à 70 villageois et tire en partie ses ressources des dons des fidèles. Les fidèles qui nous aident pensent qu'une bonne action permet d'accroître ses chances de se réincarner dans une vie meilleure. Par exemple, un malade du cancer pense qu'il a mal agi dans une vie antérieure vis-à-vis d'un animal. Pour se racheter, il va par exemple sauver une vache de l'abattoir. L'argent provient aussi des touristes qui paient cher, voire très cher, pour approcher des tigres. Une activité très décriée par les détracteurs du temple. Il est vrai que cajoler les petits tigres et leur donner le biberon n'est pas à la portée de tous. Il faut débourser 150 € pour caresser un bébé tigre et faire le selfie de l'année. Afin d'apprivoiser les tigres et de permettre cette étonnante cohabitation, les félins sont nourris dès leur jeune âge de viande blanche et de poulet bouilli pour leur passer le goût de la viande rouge. Et les plus sages ont même droit à des bonbons au lait, une gourmandise très prisée des enfants thaïlandais. Le côté peluche dure peu. À 1 an et demi, les tigres pèsent déjà entre 150 et 200 kilos. Et ils sont capables, à l'état sauvage, de chasser dès leur première année. Un simple coup de patte peut décapiter un homme. Seuls les bonzes qui ont noué des rapports privilégiés avec les félins continueront de les approcher avec une sérénité qui a de quoi surprendre nos esprits cartésiens. Pour les bouddhistes, la non-violence et l'amour envers tous les êtres vivants sont fondamentaux. Il existe une sutta, un texte bouddhique célèbre appelé Karayametta Sutta, qui parle de compassion. L'idée est que tous les êtres vivants ont été de bons amis, ont eu des liens de parenté et qu'ils se connaissaient depuis longtemps lors de leur précédente existence. De ce fait,
Le bouddhisme préconise de traiter tous les êtres vivants avec compassion. La compassion envers les animaux est censée produire un bon karma et permettre aux humains de s'attirer des mérites et d'approcher la perfection. Bouddha lui-même, après avoir connu l'illumination, se sacrifia pour sauver les animaux. Bouddha a aidé les tigres pour perfectionner son âme. Il leur a donné un morceau de son propre corps pour sauver une tigresse et ses petits affamés. Ainsi, ils ont pu survivre sans tuer d'autres créatures. Pour les bonzes de ce temple, bien traiter les tigres, ce n'est pas seulement les sauver des braconniers et les nourrir, mais leur offrir une vie agréable. 2 fois par jour, les plus dociles partent se promener jusqu'au canyon. Leur terrain de jeu favori, l'eau. Dans la nature, les tigres passent les heures les plus chaudes de la journée dans des rivières ou des étangs pour se rafraîchir. Ici, c'est plutôt l'occasion pour eux de se défouler. À l'état sauvage, le tigre est un animal solitaire qui ne partage pas son territoire. Dans le temple, les tigres se sont habitués à la présence des autres. Mais les jeux peuvent vite tourner à l'affrontement ou au marquage musclé de territoire. Josh est un volontaire australien qui termine une thèse sur les tigres. Il est chargé, avec quelques collègues thaïs, de calmer les tigres quand leurs jeux deviennent trop violents. Avec pour seule protection, une tige de bambou. Leur instinct de chasseur revient vite. Josh prend bien soin de rester derrière eux. C'est un réflexe pour les tigres. Si on leur tourne le dos, ils sautent immédiatement sur ce qu'ils considèrent comme une proie. Les tigres mâles à l'état sauvage ont besoin d'un vaste territoire qu'ils ne partagent même pas avec les femelles. Gare à celui qui s'aventure sur les terres d'un autre. Les combats peuvent être violents et conduire à la mort des belligérants. Un bon karma semble protéger les bons et les volontaires de ce temple.
Jusqu'à présent, aucun tigre n'a attaqué personne. On peut considérer ce que nous faisons comme une bénédiction ou une fatalité. Il y a une parabole thaï qui dit qu'on ne peut pas manger la viande d'un animal ou utiliser sa peau pour s'en vêtir, mais qu'on doit récupérer ses os et les porter sur les épaules. C'est une image qui incite à ne pas consommer de viande, ne pas exploiter les animaux pour nos besoins, ni les utiliser comme bêtes de somme. J'ai le devoir de m'en occuper. On est bien loin du temps de Bouddha, prêt à se sacrifier pour les tigres. Aujourd'hui, les tigres sont en grand danger d'extinction. Il en resterait 250 en liberté en Thaïlande et seulement 3000 dans toute l'Asie du Sud-Est. Comme les éléphants, ils souffrent de la déforestation et de la perte de leur habitat, mais aussi du braconnage. Un braconnier peut gagner 5 500 € en tuant un tigre, ce qui représente plusieurs années de salaire. Outre leur peau, très prisée notamment au Tibet, leurs organes sont revendus à prix d'or pour la médecine traditionnelle chinoise. Les bonzes du temple des tigres gardent la foi et ne perdent pas espoir de sauver ces majestueux félins. Nous avons pour projet de développer ce sanctuaire pour que ce soit un site de pardon du monde, selon l'enseignement bouddhiste. Nous avons essayé de contacter le gouvernement, l'armée, pour agrandir ce site. On a besoin de plus de 1600 hectares pour héberger encore plus d'animaux. On classera les animaux par zone. Tous les tigres d'un côté, les chiens de l'autre, en séparant les carnivores, les herbivores et enfin les omnivores. Tous vivront en liberté, sans collier ni chaîne. Il faudra replanter des arbres, construire des cascades, des cours d'eau, afin de leur créer un environnement le plus naturel possible. Il servira aussi de centre d'études sur la biodiversité et sera ouvert aux chercheurs du monde entier. La plupart des Thaïlandais voient des esprits partout, dans l'eau, le vent, la forêt. C'est ce que l'on appelle l'animisme. Il n'est donc pas rare de voir de vieux arbres noueux entourés de foulards. Ils protègent les esprits résidant à l'intérieur du tronc. Dès qu'ils s'installent quelque part, les hommes doivent construire un mini-temple pour accueillir les esprits qui ont été éventuellement délogés. C'est la raison pour laquelle chaque bâtiment possède une maison aux esprits, ou prapum. Ainsi relogés, les esprits laisseront les humains tranquilles, selon la croyance populaire. Certaines divinités hindouistes continuent également d'être vénérées aux côtés de Bouddha. C'est le cas d'Hanuman, le dieu singe. Selon la légende, le dieu hindou Rama voulut offrir une cité à Hanuman, son loyal soldat, en récompense de sa fidélité. Il tira une flèche vers le ciel et à l'endroit où celle-ci retomba, il posa la première pierre de la ville. Hanuman utilisa ensuite sa queue pour en construire les murs. Cette ville, c'est Lopburi, à 150 km au nord de Bangkok. Les singes y vivent depuis des siècles. Aujourd'hui, 3000 macaques y règnent toujours en maître. Les singes se divisent en deux clans. La classe supérieure ne quitte jamais le temple de Brangsamyot, dont les 3 tours symbolisaient à l'origine les dieux hindous Shiva, Vishnu et Rama. Il reste aux indigents la rue, ses échoppes et la circulation. Tous, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont profondément respectés par les habitants de Lopburi. Les singes sont sacrés et vénérés ici. Si on en tue un ou qu'on en capture un pour les revendre, ça porte malheur. Ce sont des histoires qui se transmettent de génération en génération. Si on écrase un singe par inadvertance dans la rue, il faut demander pardon et aller prier au temple, sans quoi il nous arrive les pires ennuis.
Une croyance solidement ancrée chez les habitants de la ville qui n'osent pas s'en prendre aux macaques et s'en protègent comme ils peuvent. Certains utilisent des crocodiles en peluche en guise d'épouvantail. D'autres laissent à leurs chiens le soin de chasser les singes trop intrépides. Le propriétaire de ce cinéma, envahi par les macaques, a carrément quitté la ville, cédant ses salles de spectacle aux descendants d'Hanuman. Mais la plupart sont résignés et s'accommodent de leur pitrerie. Petit conseil, évitez de vous garer en ville et faites attention aux pickpockets. Professionnels des larcins, les macaques de Lopburi ne sont jamais sanctionnés. Ce sont eux les maîtres de la ville. Bouddha lui-même, avant de connaître l'illumination, avait vécu 547 vies sous diverses formes, et notamment 18 fois sous la forme d'un singe. Bouddha a été un singe il y a très longtemps, dans une vie antérieure, et il a aidé 80 000 singes qui allaient être tués par des archers. Il a étendu son corps pour que les autres singes puissent lui marcher dessus. Ils ont piétiné les os de Bouddha, qui n'y a pas survécu. Très agiles, les macaques utilisent leur queue comme balancier pour se déplacer le long des parois ou sur les lignes électriques. Leurs pieds et leurs mains, munis d'ongles et non de griffes, assurent aussi une bonne prise sur les terrains les plus escarpés. Qu'il soit Hanuman ou un avatar de Bouddha, le singe à Lopburi est tellement sacré qu'on lui consacre même une fête chaque dernier dimanche de novembre. Les préparatifs se poursuivent jusqu'à la nuit et tous les habitants de bonne volonté viennent prêter main forte. Les étudiants des Beaux-Arts ont répondu présent à l'appel cette année encore. Ils concoctent un buffet de fruits et de légumes, les mets préférés des singes, et accordent un soin tout particulier à la présentation. Cet événement permet à nos étudiants en Beaux-Arts de mettre en pratique le savoir acquis en théorie à l'université et de créer des installations de fruits et légumes.
Yongyut, l'organisateur du festival, a fait l'aller-retour dans la journée à Bangkok pour dévaliser les marchés. Pose-les là. Laisse-les tas par tas. Les concombres avec les concombres. C'est lui qui paie intégralement ses frais pour remercier les singes de faire la gloire de Lopburi. J'ai pris de la papaye. Quand ce sera fini, vous irez à 4 h du matin installer tout ça près du temple. Je veux des grandes tours pour que les singes aient un sky bar. Là, c'est des carottes. Ils adorent ça. Rien n'est trop beau pour les singes. Les organisateurs du festival vont travailler toute la nuit pour que tout soit parfait. Au lever du jour, les singes médusés découvrent cette manne tombée du ciel. Où est-ce qu'on va les poser? Chaque année, la nourriture est différente comme sa présentation. On fait des gâteaux géants ou des plateaux de fruits géants. On nourrit les singes et les êtres humains, les personnes âgées de plus de 60 ans. On offre 100 tables. Chaque année, le thème est différent. Cette année, Yongyut a choisi la douceur et le retour en enfance. Les tours du buffet renferment la collection de peluches de singes qu'il a accumulées depuis 20 ans. Pour accéder au buffet au sommet, les singes devront grimper ou attendre le début officiel des festivités. C'est une fête très populaire que ne manqueraient pour rien au monde les habitants de Lopburi. Tous attendent que Yongyut, le roi de la fête, envoie le signal de départ. Toute la presse thaïlandaise s'est déplacée pour l'occasion. Les mâles dominants se servent les premiers. Despotiques, ils exercent une stricte hiérarchie sur leur groupe qui peut compter jusqu'à 60 individus. Venez, venez, venez! Venez, venez! Les femelles et les plus jeunes doivent attendre leur tour ou stocker dès qu'ils le peuvent le maximum de douceur. Grâce à leurs abat-joues, des poches qui s'ouvrent dans la bouche, ils peuvent emmagasiner rapidement de la nourriture pour ensuite la savourer tranquillement, loin de leurs concurrents. Les plus malins ont grimpé au sommet de la tour où ils peuvent choisir leur mets préféré avec sérénité. Yongyut a pensé à tous, même aux singes de la rue, qui ont droit à leur propre tréteau.
bienséance à table n'a ici pas lieu d'être, que le meilleur gagne. Très répandus en Asie du Sud-Est, au Japon et aux Philippines, les macaques vivent aussi en Afrique du Nord. Ce sont les seuls primates que l'on trouve sur 2 continents. Du fait de son adaptabilité, cette espèce n'est pas en danger. Les éléphants et les tigres n'ont pas cette chance. Menacés par la disparition de leur habitat, ils ont besoin de nouveaux parcs et réserves naturelles pour garantir leur survie. Le temps presse, car leur population décroît rapidement. L'attachement des Thaïlandais à ces sublimes animaux qu'ils vénèrent contribuera, il faut l'espérer, à les préserver.